Séverin Favrio, et ça c'est très important aussi. Le compositeur Jim Williams. Le producteur Eric Altmaier. Et le producteur Jean-Rachid Kalouche. Je crois que malgré la noirceur de mes films, je suis une éternelle optimiste. Même si ça me prêtait à rien, mais c'est vrai. Je crois très fort que, et de plus en plus aujourd'hui, que l'amour est un acte de résistance. Et en tout cas, c'est vraiment, il n'y a que là-dessus, à certains moments de nos vies ou à certains moments de l'histoire, en ce qui concerne la société plus généralement, où c'est la seule chose à laquelle on peut se raccrocher. Et c'est déjà énorme, hein, en fait, et ça peut changer énormément de choses. La raison pour laquelle, en fait, j'ai choisi de traiter une fratrie et puis une histoire aussi de mère et de fille, c'est parce que, en fait, je voulais essayer de faire ressentir ce que pouvait être un trauma qui se transposait, qui se transférait de génération en génération, à partir du moment où la douleur n'était pas digérée, où le deuil n'a pas été fait, où la mort est devenue quelque chose de tabou, et donc qui fait qu'il n'y a en fait aucune résolution à la souffrance. Je crois sincèrement que ce n'est que en fait, dans l'acceptation, dans le laisser partir, en fait, que l'on peut cesser ce cycle-là. Mais ça évidemment ici, ça s'applique très fortement à la famille. Mais pour moi, la famille, la société, ça fonctionne de la même manière. Et je pense que ça s'applique extrêmement fort à ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on sent bien qu'on est dans un cycle en ce moment. C'est un cycle qui est sidérant, qui est effrayant, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, on ne sait pas si on a les armes, on ne sait pas comment faire, et je pense que c'est vraiment le cas de tout le monde. Et évidemment, pour moi, ça a été une manière, en fait, je crois, de catharsiser cette peur-là, en la traitant au sein de cette famille-là et en la traitant aussi dans un film d'époque, entre guillemets, puisqu'on parle d'un passé dans lequel chacun voit ce qu'il voit, mais on ne s'aime pas aujourd'hui. Et je crois que cette transposition-là m'a aidé à avoir une distance que je n'ai absolument pas aujourd'hui, compte tenu des tas de sidération dans lequel nous sommes tous. Tu as raison, parce que j'appréhende mon métier, j'aime essayer de retrouver cette virginité que j'ai eue la première fois quand je l'ai fait, qui est... Enfin, une première fois n'existe qu'une première fois, et après on essaie de courir après, et si on fait pas, on prend pas des risques, on s'en rapprochera jamais. Et c'est quelque chose dont j'ai besoin pour essayer de me dépasser. Et ouais, donc c'est forcément des challenges, j'aime beaucoup ça. Après, cette histoire de transformation, de composition, ça arrive quand le personnage et le film le permet. Sinon, c'est pas quelque chose auquel il faut penser. Et dans ce cas-là, ça s'imposait de fait, il fallait qu'il soit dans un état physique qui corresponde au personnage, sinon ça ne marchait pas. On en a parlé avec Julia Ducournau. Mais il y avait un physique à atteindre, mais j'ai eu la sensation qu'il fallait que j'aille plus loin. On m'a dit, ouais, bah, sinon il fallait que ça marche. Mais à un moment donné, j'ai poussé plus loin parce que j'avais la sensation qu'il fallait que je vive quelque chose, peut-être de manière un peu égoïste, mais comme une sorte d'expérience. Parce qu'un rôle comme ça, c'est un cadeau. Je te remercie encore. Et je te remercie aussi de nous avoir filmé aussi bien et de cette manière-là, parce que j'ai réalisé hier, quand je l'ai vu la deuxième fois, c'est assez particulier. Merci encore. Et avec amour. Première question. Moi, je suis moitié kabyle par ma mère. Donc, mes grands-parents parlaient berbère. Certaines de mes tantes aussi. Et ma famille est un matriarcat. Donc en fait, tout ce que vous voyez dans le repas de l'Aïd, c'est vraiment mon enfance. Donc vraiment, ça n'a absolument rien d'opportuniste. Et c'est une scène que évidemment j'aime beaucoup parce que pour moi c'est un pur shoot d'enfance, cette scène. Et j'espère aussi, je veux dire, au-delà du fait que ça parle berbère, tout ça, j'espère que au-delà de la culture, que n'importe qui peut se reconnaître dans ce chaos quels sont les repas de famille qui sont à la fois une énorme tannée auxquels personne n'a envie d'aller,
En même temps, c'est toujours un peu drôle parce que ça crie dans tous les sens, ça s'engueule, il y a des gens qui prennent mal les choses, après ça rigole, ça rappelle les souvenirs d'il y a 30 ans, toujours les mêmes. Tout ça. Et en fait, je trouve que ça dépasse en fait le cadre de ma scène et de ma famille, et c'est quelque chose, être un enfant là-dedans, être paumé là-dedans, et à la fois se sentir appartenir à ça, et aussi complètement en décalage par rapport à ça, surtout quand on est biculturel, et qu'on ne parle pas la même langue que ses grands-parents, c'est quand même c'est une situation qui est un petit peu particulière, parce qu'on se comprend par l'amour, mais on ne se comprend pas dans la vie. Donc en fait, c'est au ton qu'on comprend. Moi je sais que ma grand-mère, quand elle me parlait, il y avait le ton, je savais si j'avais dit ou fait une bêtise ou pas. Moi je suis allée trop loin, il faut que je disparaisse 2 secondes. Mais voilà, j'aime beaucoup cette scène pour ça, parce que je crois quand même, c'est comme ça en tout cas que je vois la famille en général, pas juste ce genre de famille-là, qui a une intensité, qui est tout ça, qui est un grand matriarcat, mais juste pour revenir du coup, pour insister sur le truc du matriarcat, parce qu'après je vais laisser la parole à Tara. Alors oui, évidemment, c'est une famille dans laquelle les hommes sont un peu dépassés par tout ce bruit, toute cette force, cette énergie déployée de toutes parts de manière assez chaotique. Ils n'ont pas forcément leur place. D'ailleurs, il y a un plan dans cette scène-là où on voit le grand-père comme ça se lever, il dit rien, il est très calme, il va s'asseoir, il est très spectateur de ce qui se passe. En fait, et finalement, le seul homme qui parle à table, c'est le copain Benny, qui est français, raciste. Mais bon, vu qu'il fait partie du même bloc d'immeubles, c'est la famille. Voilà, les années 90, c'était ça. Et je trouve ça marrant de se dire que les hommes de la famille ne s'expriment pas du tout. Marrant, voilà, c'est pas drôle, mais il se trouve que dans un matriarcat, c'est comme ça. Donc oui, pour le personnage d'Amine, c'est incroyablement écrasant. Ça peut donner des pistes aussi sur sa solitude, sur cette envie d'ailleurs, en fait, cette envie d'exister en dehors de ce salon, de ce repas. Et d'ailleurs, on le voit pendant le repas, il fixe la porte d'entrée, il veut sortir et il veut s'échapper par tous les moyens qu'il a, y compris donc par la drogue. Et c'est pas du tout la seule réponse à ça, mais ça peut en faire partie. Aim at it in a very, let's say, more exposed way than I used to, in the sense that, as much as I wouldn't define this film as a genre film, to me it's a drama. I do convey some very unrealistic iconography in it, but I tried all my best, because if I had, again digression, I think it would have been against my intention with this film. I tried to destroy this kind of glass ceiling there is in genre, which is the distance. Because genre brings you a safety distance to what you're seeing. Obviously, ghosts are not real. I mean, some people think they are, but that's their thing. But ghosts are not real. I don't know, a huge monster like King Kong is not real or whatever. You're not going to get out of the theater being chased by a serial killer with a white mask or whatever. So there is this safety distance, right, where you're scared on the moment, but then when you get out of the room, you just go on with your life and you have catharsis. That's something that as an audience I love. I'm a huge fan of that, right? But here I try to do almost the opposite. I've really tried to not use, let's say, I don't want to say genre, let's say unrealistic imagery in a way that actually exposes you, me first, and hopefully you as well, in your zone of discomfort as far as your own body is concerned, as far as your mortality is concerned, and more importantly, as far as your vulnerability is concerned, because this is how you can have emotion seeping in like this. And the way I present the first few times where I present the disease in the film, it's never an installation, it's just something you pass by, you see that, and you're like, yeah, because there is nothing happening.
this is people dying. You know, it's not like, I don't want to make any effect around it. They could look like whatever they look like. There are people dying, and there are people who need health care badly. And that's all I wanted to portray there. You know, like, I tried to not make you feel safe in that distance in the way that I wanted you to believe that that disease is a disease, all right, and that's it. So this is something that is flirting between familiarity and infamiliarity in a very insidious way, I think. And when I thought about this idea of the recumbent effigies that they become eventually when they die, I thought about many things. One, for me, it was a way also to elevate the mortality of all the people that we lost in the pandemic in the 80s and 90s to something very sacred in a non-religious way. Obviously, very sacred always comes from the human in us, always comes from humanity. And it was a way for me to make them beautiful, to build a monument to them, and to make them eternal in a way. And also there's the same kind of relationship I have towards the red wind at the end, because Alpha ends up with a lot of red dust on her, like the memories of all that we lost are still under her skin, and they will remain there at the same time. You know, it's like the mourning is happening, the grieving is happening, but they're there. You know, they're under the skin, and that's important to me. And the second reason why I chose this idea of the recumbent effigies is because I wanted to see within one body coexist life and death. To some extent I did this in Titan with the metal, but metal is still can be still a very alive material, because metal can be in fusion. It can change, you know. Stone doesn't. Stone is dead stone. Like, there is nothing, like the only thing you can get from it is dust, but dust is still stone. It cannot mutate. So for me, the absence of mutation, generally in life, is the equivalent of death for me. If you don't transform things, you are dead, all right? That's how I see things, because I believe in mutation, I believe in transformation. And so I wanted the uncanny part is where it coexists within the very lively flesh and something that is definitely deprived of any form of life. And I think that's a very disturbing image, and that's the closest I can express my fear of death. Thank you. Years now. And yet everyone kept on pointing fingers. You know, it had been years, and for many, many years, and I want to say even decades, people have kept on pointing fingers. You know, like, you have it, it's your fault, it's because of your lifestyle, it's because you did this and you did that, and the shame and the guilt tripping, and the way basically an entire, not even society, but an entire world went so low, that left traces, because that's not a good look on us. That was never a good look on us, and that's still not. Because I think that's something that is still, to me at least, maybe to other people too, still very traumatizing. And I think that's something that we still tend to push under the rug. That we don't want to see like, no, it really was like that. Yes, it was like that. Like, people were publicly shamed. People were like, I remember even like in, you know, in the courtyard at my school, when a kid would bleed for whatever reason because they fell down at soccer, you would see blood, all the kids, exactly like in the swimming pool. No one would play with that person for 2 days, because God knows, he's bleeding, he probably has AIDS, you know, it's like, and the whole thing with just breathing the same air became incredibly difficult. That's a horrendous part of our history, I believe, and it left tremendous marks on, I think, our generation, because I believe we are more or less, even though I'm older, of the same generation. And when you think of this incredibly backward movement as far as ethics are concerned, as far as morals are concerned, as far as humanity is concerned that we experienced at that time, and when you think about the 70s where it was the moment of like freedom of sex, sex is healthy, you can have all the sex, no one's gonna judge you, no one's gonna shame you, and what we got is
you even think or dare thinking about sex, you're a crazy slut who's going to contaminate me, or I'm going to contaminate you. Everyone's a danger. I don't trust anybody. Sex is bad. Sex is taboo. And that's why she doesn't feel comfortable trying to have her first sexual experience